Et je suis tombé sur le cul parce que je me disais j'avais 2000 € de côté alors que j'avais généré en 10 ans 185 000. Je crois pas en fait dans le retire early. Donc en fait toute leur life c'est des gens qui vivent avec en vivant à Bali en mangeant des nouilles pour 3 € quoi. Pourquoi l'Inde? Parce que je suis indien. Je suis né en Inde et je suis assez de près le marché indien. Ok, on va regarder parce que c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de l'Inde. J'ai pas été super sympa avec les ETF Inde. J'ai un moment découvert le leveragé et j'étais en mode mais oui totalement quoi. Évident. De mémoire dans un PEA c'est pas possible de faire du x3. Ouais, en Europe. Cherché. Ouais, voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial puisque j'analyse le patrimoine de Shubham. Salut Shubham. Salut, merci de m'inviter, c'est trop cool. Bah avec plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 3 ou... Enfin, c'est quasiment au début de Finari, dans mes souvenirs. Et moi, je t'avais découvert parce qu'à l'époque, t'étais très très chaud sur Notion. Et moi, je découvrais Notion. Et j'étais tombé sur tes vidéos YouTube en réalité. Donc tu vois, t'étais sur YouTube avant que j'y sois. Et bravo pour la chaîne YouTube. Moi, je geek de ouf. Et c'est d'ailleurs récemment que je t'ai envoyé un message. Je crois que j'ai bingé 10 vidéos. Quand j'étais en train de restructurer un peu mon Finery, donc... T'es pas le seul et c'est trop bien. Et du coup, on s'est dit, bah, on va analyser ton patrimoine, t'as fait plein de choses, t'as une situation qui est vraiment intéressante parce que, tu l'as dit, t'étais pas forcément super à l'aise sur l'investissement, du coup t'as step up. Bon, je pense que c'est un peu ta personnalité aussi de binger des trucs. On va découvrir tout ça, comme d'habitude, et puis surtout, t'hésites pas à intervenir. Ça marche. Allez, c'est parti. Du coup, entrepreneur, 32 ans, en couple, parti de zéro, que ce soit en euros ou en connaissances financières, donc pas d'héritage. Non. Je te garantis sans héritage, du coup. Ça marche, merci. J'ai fait une école d'ingé EPITA pour laquelle je me suis endetté à la sortie du bac. Combien le crédit? Alors ça a été plusieurs crédits, mais en tout 30 000 € à peu près. Donc le crédit, t'as financé l'école et le coût de la vie? Pas du tout. En fait, l'école, c'était en tout, c'était 60 000 €. Okay. Mais je faisais déjà du freelance à côté qui me permettait de payer un petit peu l'école. Et du coup, j'ai fait un premier prêt de 12 000, puis 6 000, puis un autre 6 000, quelque chose comme ça. Mais pas du tout. Et j'étais boursier à côté. Et donc ça, c'est un autre truc. C'est que boursier échelon 6, ça te permet de... Ou échelon 5, je me souviens pas. Mais ça te permet de payer ton coût de la vie. Et après, l'école plus le freelance, ça permettait de... Enfin, le prêt plus le freelance permettait de payer le reste. Ouais. Si je me souviens bien, les échelons... Enfin, en gros, l'échelon le plus... Enfin, si t'as le moins de moyens, en gros, t'es échelon 7, je crois. Ouais, le dernier truc. Et du coup, toi, t'avais une bourse de combien à peu près? J'avais à peu près 500 ou 400, quelque chose comme ça. Mais ce qui était insane avant, c'est trop bien, quoi. Ça te permet de payer ta vie d'étudiant parce qu'en fait, tu sors quand même un peu, tu commences à avoir ta carte Navigo, etc. Tu as des frais, quoi. Et c'est quand même cool. Mais t'es clairement pas en mode je roule sur l'or. Ah, pas du tout. Mais je commençais déjà donc à faire du freelance. Et quand je signais des bons clients, là, c'était quand même je roule sur l'or. Et c'était cool parce que tu faisais déjà de l'argent alors que t'étais en école et qu'en école, on t'expliquait comment faire de l'argent plus tard. Et ça, c'était quand même très cool comme sensation. Et dernière question sur ça, tu faisais du freelance de quoi à l'époque? C'était grossièrement site internet, je faisais beaucoup de WordPress et des apps mobiles, etc. à l'époque. Ok. J'ai passé 5 ans à bosser en CDI, startup à New York et Paris, en investissant zéro et kiffé. C'était quoi la startup ou les startups? Alors c'était Mailjet, une société qui faisait de l'emailing, qui a été vendue derrière, et une autre qui s'appelait Keymetrics, qui faisait du monitoring de process Node.js, un truc dans la tech. Mais deux boîtes très très cool. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment vécu une vie de start-upper très très cool. Mais en effet, tu sors tout le temps, tu manges dehors tout le temps, tu économises rien, et pourtant tu gagnes plein d'argent, mais ça sert à rien. Ok, donc t'as vécu la fast life. Je découvre le patrimoine d'un de mes potes collègues qui a 7 ans de moins que moi. Je réalise que j'ai 0 € de côté et rien investi. Je fais un exercice qui m'a ouvert les yeux sur la situation réelle. Donc là, tu nous as mis un lien. Qu'est-ce que c'est l'exercice? En fait, je me souviens plus où est-ce que j'ai trouvé ça, mais il y avait quelqu'un qui disait essaie de lister tout ce que tu as gagné. Et donc là, j'ai essayé de lister toutes mes missions freelance que j'avais faites depuis que j'étais petit. Donc tes revenus lifetime en fait. Exactement. Et du coup, j'ai listé tout ça et je me disais c'est trop bien, je gagne de l'argent depuis un petit moment, c'est pas uniquement avec mon école ou avec mon freelance ou mon CDI. Donc j'ai fait la liste de tout ça et en vrai, je suis tombé devant ce montant. Et donc ça 185 000. Et donc c'est en 2018, je sais pas, ça faisait 10 ans que j'étais en train de bosser et j'ai fait ce truc et derrière j'ai calculé combien j'avais sur mon compte en banque. Et donc là c'est les 7600. Il y avait 7600. Ouais, donc en gros t'as cramé quoi. Ouais. Et à droite après je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai earn? J'ai fait il y avait marqué souvenirs, j'ai fait EPITA, des skills, j'avais lancé des espèces de vlogs et j'avais commencé ma chaîne YouTube déjà à l'époque mais qui avait 2000 abonnés quoi. Ok. Donc pas grand chose de financier on va dire. Ok. Et sur le deuxième onglet j'ai fait un graph TCD là, ce truc là, et là j'avais mis l'évolution, donc c'est trop bien. Tu te dis ok,
ok, je commence à gagner plein d'argent. Et là, dans Net Worth, j'avais fait un truc où le mec avait dit, essaye de lister tout ce que tu as et mets des montants à côté pour savoir combien t'as tes chaussures. Ouais, je sais pas pourquoi ça date ce truc-là. Un tapis. Et j'avais, tu vois, j'avais encore mon prêt de 7890 à payer et j'avais 7600 de côté. Et donc ça me faisait 2100 en net worth. Et là, ce truc, je me souviens que ce jour-là, et je l'ai trouvé en faisant la recherche pour cet épisode, et je suis tombé sur le cul parce que je me disais j'avais que 2000 € de côté alors que j'avais généré en 10 ans 185 000 de revenus. En plus, on voit que ça a quand même vachement accéléré. Donc là, t'as pris conscience du truc. Du coup, t'as rien, ce que tu dis, 27 ans, pas de salaire en net worth. Tu commences à t'intéresser à l'invest sur YouTube, Reddit, sur le sub Vos Finances. On les salue. On a été beaucoup sur Vos Finances à un moment avec Finari. Vous avez peut-être déjà croisé. Passage à l'action, je profite de la fin de mon CDI pour acheter mon premier bien à Lille. C'est-à-dire qu'en gros, t'étais encore en CDI et là, t'achètes un premier bien. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un pote qui, lui, s'intéressait de ouf à l'immobilier. Et lui avait commencé à acheter ses biens, etc. Principalement à Lille, parce qu'il y habitait. Moi, j'avais à l'époque TGV Max qui permettait de faire des allers-retours pas gratuits, mais en tout cas tu payais quasiment gratuitement. Et du coup je faisais des allers-retours avec mon skate pour visiter des biens, etc. Enfin en train pour après j'allais visiter des biens. Et là en fait je comprends que c'est compliqué, il y a plein de trucs que je connais pas, mais en même temps c'est le moment que jamais, parce qu'après je sais que je vais partir de mon CDI quoi. 2019, attends c'était quand? C'était non tu nous as pas mis l'année, si 2019, donc 2019-2020. Les taux à l'époque ça devait être à 1%, non? Ouais, c'était trop bien. Je crois que je l'ai eu à 1.7 ou quelque chose comme ça. Il doit être dans Finery, mais c'était très très bien. Bon, c'était la belle époque. Mais en tout cas, tu es quand même assez rapidement passé à l'action. Du coup, tu t'es défini des objectifs. Aujourd'hui, objectif, liberté et indépendance financière pour pouvoir faire des choses qui me font vibrer sans chercher à ce qu'elles soient génératrices d'euros. C'est quoi les choses qui te font vibrer? Bonne question. C'est les trucs, c'est un peu le fait de partager, donc ce que je fais sur ma chaîne YouTube, le fait d'apprendre des trucs, ça te génère pas d'argent, mais moi ça me fait vraiment kiffer. C'est quoi, peut-être pour resituer, c'est quoi ta principale source de revenus aujourd'hui? Aujourd'hui, donc c'est de la formation. Moi, je vends principalement de la formation sur Notion, sur l'automatisation. Et pas mal de speaking en boîte où des boîtes font appel à moi pour parler à leurs employés sur comment automatiser, utiliser de l'IA, etc. Donc tu fais pour des particuliers et pour des professionnels. Exactement. Et la chaîne YouTube, c'est pas ça qui génère de l'argent, mais c'est ça qui amène énormément de leads pour que derrière des gens convertissent soit en formation, soit en public speaking. C'est vrai que ça, on me demande souvent combien d'argent on génère sur notre chaîne YouTube. On génère pas mal d'argent en fait avec les ads, mais la réalité c'est que ça reste une fraction de ce que tu génères avec un vrai business derrière. Et la plupart des chaînes, je sais pas, peut-être que les plus grosses chaînes en France, elles génèrent, je dirais peut-être des millions de ad revenus, mais elles peuvent générer des dizaines de millions en vendant d'autres produits. Donc en fait, le ad revenu, c'est du bonus presque. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une audience. Et si vous voulez lancer un business, et toi, tu en es l'exemple parfait, vous trouvez votre niche, vous lancez votre chaîne. Et d'ailleurs, ça peut être TikTok, ça peut être n'importe quoi, soit Insta. Et même si vous ne gagnez pas d'argent avec YouTube, vous gagnerez de l'argent grâce aux gens qui viennent vous voir sur YouTube. Et ça, c'est fort, je trouve. T'as pas besoin de demander de permission. Donc trop cool. Donc en gros, t'as ton business core, t'as ton business de formation, t'as YouTube qui te permet d'avoir des leads en gros. Et est-ce que t'as d'autres choses à côté? T'as l'IMO, mais on va en parler. Ça. Ouais, un peu d'IMO. Un ou deux SaaS qu'on avait lancé un peu sur le côté à l'époque, qui rapportent un peu de revenus, mais c'est, on va dire, c'est négligeable comparé à ces trois trucs. Donc formation, public speaking et YouTube, quoi. Ok, trop bien. Rester fidèle à mon lifestyle design. Faudrait que je m'explique ce que ça veut dire. Pour moi, l'argent n'est qu'un outil au service de la qualité de vie. Complètement d'accord. Pas une fin en soi et surtout pas une simple mesure de réussite. Je ne crois pas au mouvement FIRE qui est Financial Independence Retire Early. Donc en gros, les gens qui veulent être indépendants financièrement, mais surtout qui veulent arrêter de travailler, donc partir à la retraite à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Pourquoi tu crois pas? J'avais découvert ce mouvement, je pense qu'à une époque, 2018, 2019 à peu près. J'étais parti à Bali où j'avais quitté mon CDI, donc un peu tous les vivre. C'est la temple, c'est la mecque des FIRE. Des digital nomades et des FIRE. C'est clair. Et j'avais rencontré plein de types là-bas qui vivaient pour très peu, donc en fait dépensaient extrêmement peu. Tout leur but c'était d'encaisser un maximum d'argent et de coffrer. Et en fait la raison pour laquelle j'y crois pas, je crois pas en fait dans le retire early. Le financial independence c'est très bien, mais le retire early et surtout la manière dont c'est vécu, c'est un peu je me restreins au maximum aujourd'hui pour pouvoir ensuite, et d'ailleurs c'est complètement illusoire, c'est ensuite vivre sur la même qualité de vie. Donc en fait toute leur life c'est des gens qui vivent avec en vivant à Bali en mangeant des nouilles pour 3 € quoi. Mais et c'est en surveillant les dépenses. En plus
Parce que tu as tout ce truc de... je parle souvent du taux de retrait, 3%, 4% par an, etc. En fait, c'est ça. Les FIRE, c'est 4% à la base, donc ils dépensent 4% de leur capital chaque année. Et en consommant 4%, normalement, on revient jamais à zéro. Même s'il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, c'est plutôt 3%, machin. Mais il y a d'autres types de FIRE. Il y a Barista FIRE. On a fait une analyse de patrimoine qui sera peut-être sortie sur la chaîne quand on publiera celle-ci, qui consiste à dire que tu prends un job de barista dans un bar, tu vois. Et du coup, tu gagnes, je sais pas, le SMIC, ou tu bosses à mi-temps, donc tu gagnes 50% d'un SMIC, mais tu couvres tes dépenses avec ça et tu tapes pas beaucoup dans tes économies. Ou il y a le Fat FIRE qui consiste à dire, bah là, tu vis vraiment la high life, mais tu as assez accumulé de patrimoine pour continuer à vivre une vie vraiment agréable, ou je sais pas si tu as envie de voyager en business, tu prends la business, tu vois, t'es pas en train de te limiter. Après, je trouve que le mouvement FIRE prend pas du tout en compte les compétences de l'individu. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent sur sur un compte en banque qui prend sur un PEA ou quoi que ce soit et qui investit, oui, ça prend de la valeur, etc. Mais nous, en tant qu'individu, le fait qu'on apprenne et qu'on level up tous les jours, c'est tellement plus ça porte tellement plus de dividendes, enfin ça génère tellement plus de dividendes, et je trouve que on sous-estime complètement dans les différents types de FIRE que tu nous as expliqué, bah le fait que toi en tant qu'individu, si tu grow, bah ta capacité à générer de l'argent grow aussi. Et je trouve que c'est pas du tout mis en avant là-dedans. D'ailleurs, c'est un truc, bon, je suis très mal placé pour le dire parce que je fais des analyses de patrimoine toute la journée, mais je vois souvent des gens qui se posent la question, est-ce que je dois prendre le ETF d'Amundi, le ETF de BlackRock, le ETF de machin, enfin passer 1000 ans à réfléchir à ça, plutôt qu'effectivement de plutôt investir dans leurs connaissances. Comme tu as dit, aujourd'hui, toi, tu as une niche sur l'automation, l'IA, etc. C'est avec ça que tu génères du revenu en réalité. Donc, investir dans ses connaissances, c'est hyper rentable. Et même si vous investissez, je sais pas, 1000 € dans une formation ou juste pour regarder des vidéos, aujourd'hui tout est gratuit sur internet. Ouais, c'est ça. De toute façon, franchement. Parce que c'est vrai que c'est souvent un discours qui est mené de front par des gens qui vendent de la formation. Bien sûr. Investissez dans votre connaissance, c'est hyper important, etc. Mais la réalité, c'est que je crois que j'ai payé 0 € en investissement en essayant de level up sur ma capacité à investir. Il y a plein de gens qui vendaient de la formation, mais c'est juste qu'à l'époque j'avais du temps. Ça ne sert à rien. Et j'ai bingé YouTube de plein de youtubeurs différents où évidemment il y avait un call to action à la fin. Et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos comme ça sans jamais acheter une formation. Et justement, c'est là pour ça en fait. Ouais, c'est là pour ça. Donc moi je crois beaucoup en ça, et surtout quand tu kiffes apprendre, c'est un bonheur de te dire ok, aujourd'hui tu sais pas, mais demain le fait que tu saches, je sais pas, investir en IMO ou savoir ce que c'est qu'un DCA, bah ça apporte tellement plus de fruits. C'est clair. Je ne crois pas en l'idée de tout sacrifier en pensant que ça ira mieux demain. Mon objectif est de vivre pleinement tout en restant libre sans avoir à attendre plus tard. Donc en gros, tu veux apprécier maintenant. Plutôt que de me restreindre, je cherche à créer une vie d'abondance où l'argent sert à enrichir mes expériences présentes et futures sans compromis. Amen. Stratégie, investissement IMO meublé, location longue durée vers l'île Arras. Pourquoi Arras ? Parce que j'y habite maintenant. Donc en fait, l'île, c'était parce que mon pote y habitait au début. Et puis là, ma fiancée est d'Arras à la base. Et donc du coup, on s'est mis pas très loin de chez ses parents. Et il y a un autre hack aussi à Arras dont je vous parlerai après. Ok. Teasing. Next step, utiliser mon patrimoine pro pour investir. Parce que tu nous l'as dit, l'activité de formation, etc., ça c'est via une boîte, j'imagine. Et donc tu as de la trésor dans cette boîte. Tu veux peut-être créer une SCI, ou il y a déjà une SCI en gros, tout ça, c'est en cours. J'ai fait un montage plutôt triangulaire avec ma boîte, une holding au-dessus et une SCI en dessous. Ok, c'est mieux. C'est mieux parce que tu remontes du coup les dividendes dans la holding. Exactement. Et après, c'est vrai qu'il faut mieux séparer pour mieux régner, quoi. Donc, faut pas mélanger une activité opérationnelle avec une activité de détention de participation. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on met une holding au-dessus de sa tête plutôt que de faire tout avec la même boîte. Je me suis beaucoup posé la question parce que souvent, les experts comptables te diront ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment un risque sur ton activité qui ferait que si la boîte part, eh bien, la SCI partirait en dessous. Moi, c'est pas vraiment pour ces raisons, parce qu'en soi, j'ai pas tant de risque que ça sur cette activité. C'est plus demain, si avec cette holding, j'ai besoin d'investir sur une autre SCI ou ailleurs, je peux remonter l'argent et faire ce que je veux avec. Ça. Et si demain j'ai plus du tout envie de faire de la formation, j'ai toujours ma holding avec les SCI, etc. Exactement. Et puis tu as un régime très favorable pour remonter de l'argent, régime Murphy. Marché financier du DCA agressif sur l'Inde et la tech en général. Pourquoi l'Inde ? Parce que je suis indien. Je suis né en Inde et je suis assez de près le marché indien, qui est énorme sur la partie tech, mais aussi en croissance en général. Ok, on va regarder parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Inde. J'ai pas été super sympa avec les ETF Inde, je crois. Agressif sur l'Inde, on a dit. PEA, Bourse Direct. AV, Yomoni en piloté, on va en parler. Compte titre chez Trade Republic. Et PER chez Nalo. T'as d'amis de partout. Ouais. Question, comment je peux simplifier mon PEA ? En PEA, je ne trouve pas de MSCI World capitalisant, c'est-à-dire qui ne distribue pas les dividendes mais qui les réinvestit dans la valeur de la part. Mon broker ne me les propose pas. À quand le PEA DCA Finari ? Soon. C'est du boulot. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Mais vous aurez remarqué que moi, j'annonce pas de date de sortie parce que je sais que c'est dangereux. La réalité, c'est que... Puis j'imagine s'il n'a pas été fait, c'est qu'il doit avoir un sujet quand même sur la barre. Il y a plusieurs sujets. Le PEA, pour si vous posez la question pourquoi c'est compliqué, c'est que le PEA, c'est un compte titre, mais avec un contrat fiscal qu'on passe avec
avec Bercy. Et donc forcément, c'est vous, courtier, qui contrôlez que Shubham, il a bien son PEA ouvert depuis 5 ans, qu'il n'a pas effectué de retrait, que les titres qu'il a à l'intérieur sont bien éligibles. Et donc, quand Bercy te délègue du pouvoir fiscal, t'as intérêt à être au cordeau. Et c'est vrai qu'il n'y a personne parmi les néo-acteurs qui l'a fait, ça arrive, et on en fera partie, mais c'est plus compliqué. C'est pas impossible du tout, c'est juste que l'infrastructure marché-action, elle est assez old school, donc faut s'interfacer. Et puis voilà, mais on y arrive. Le vrai calcul du MSCI World comparatif, quand on fait du DCA, je pense avoir été meilleur sur mon choix du Nasdaq x2, mais Finari me dit le contraire. On va regarder aussi. Quel est ton avis sur la suite du LMNP? RIP, le LMNP, peut-être, on va voir. Peut-être. Comment intégrer son patrimoine pro dans Finari, holding, etc. Du coup, on se retrouve sur ton Finari partie immobilière, 381 000 € de patrimoine immobilier, et on va regarder tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi comme type de bien? C'est tous quasiment des studios, sauf rue de Daumier, le premier là, qui est ici. Des studios, donc j'ai commencé par celui qui était à Lille, qui est le deuxième. Bas-Jardin. Exactement. Et c'est celui-là par lequel j'ai commencé. T'as fait une belle plus-value déjà. Le marché à Lille a pas mal évolué. Je crois que j'avais acheté quand c'était à moins de 3 000 € du mètre. Et là, on est à 4 500, hein. Ça a bien pump. Et surtout que sur les petites surfaces, généralement, c'est beaucoup plus cher. C'est vrai. Et donc, ce bien, tu le loues pour 550. Ouais. Charge comprise, hors charge. Charge comprise. Charge comprise. Ouais. Et donc, tu arrives à te dégager un cash flow de 156 €. Pas mal. C'est du LMNP. C'est du LMNP au réel, ouais. Et tu nous as amené les photos. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, ça, c'est le bien en question. Ouais, ça, c'était avant. Donc, il n'y a pas eu énormément de travaux. En fait, c'était le premier où je faisais moi-même les travaux pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. Ouais. Parce que... Donc, c'est-à-dire c'est toi qui faisais physiquement les travaux? Ouais. Okay. Juste, je crois que c'était vers la fin du... Je quitte mon CDI et j'essaie de faire des trucs moi-même. Et genre changer les radiateurs, etc. Des trucs un peu basiques. Okay, et surtout de l'ameublement, en fait. Surtout de l'ameublement. Donc là, t'as gardé la cuisine. Ouais. T'as changé la plaque en tête. Ouais, il y a eu la plaque de changer. Ah oui, t'as changé tout ça en fait. T'as mis une vasque et tout qui est mieux. Ouais, tac. Alors ça, après, je l'ai fait faire en réalité, la partie parce que c'est un peu... cuisine. Mais bon, des trucs genre... en fait, il y avait pas mal de meubles à monter, etc. Ok. Peinture, etc. Mais l'idée, c'était juste que mettre des meubles, ça fait un tout petit peu... Enfin, ça fait plus beau. Et surtout, les grandes baies vitrées, ça met en valeur l'appartement. Et t'as mis combien, tu te souviens, en termes d'invest Je crois que j'ai mis 4 000 € en plus. Donc j'avais acheté l'appartement 59 000 et j'ai mis 4 000 de plus, quoi. Ok, et donc aujourd'hui t'as une renta qui est quand même sympa, 9%. Alors t'as un TRI énorme, faudrait qu'on regarde s'il manque pas une donnée, ça me semble un peu bizarre. Sinon c'est l'opération du siècle. Et donc t'as un emprunt que t'as fait en parallèle. Et là, le taux, il est à combien? On va le regarder ici, Bas-Jardin, t'es à 1,48, donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal, il te reste encore 50 000 à rembourser, donc combien? Ouais, il te reste encore 173 échéances. Donc ça, tu vas laisser courir. Ouais, surtout avec ce taux, je risque pas de rembourser. Ouais. Donc trop bien. Ça, c'est le premier bien. Ouais, qui m'a un peu mis en confiance, où je me suis dit qu'en fait, c'est pas si compliqué. Ouais, parce que là, tu fais une opération cash flow positif. T'étais cash flow positif dès le premier jour? Ouais. Ok, donc ça, c'est une très belle opération. Après, t'enchaînes, t'achètes quoi? Après, déjà, je devais attendre 3 ans. Parce qu'en fait... parce que t'étais plus en CDI. Et j'étais plus en CDI. Et malgré le fait qu'il y a plein de youtubeurs qui te disent ouais, tu peux enchaîner, faire 2 banques, etc. En vrai, sur le moment, j'étais pas très chaud pour mentir dès le début. Ouais. À vos risques et périls. Exactement. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu 2 ans et demi, 3 ans pour avoir 3 bilans sur ma boîte. Ta boîte qui était rentable, du coup? Qui était rentable parce que je faisais déjà du consulting, j'avais pas encore YouTube, etc. qui fonctionnait bien, mais dès que ça a commencé à fonctionner, c'était rentable. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai été voir un banquier. Et donc là, tu te verses un salaire. Donc en fait, initialement, j'étais en SASU, et après, je suis passé en EURL pour des questions tout simplement de combien ça te coûte de te verser un salaire. Et donc en EURL, c'est une rémunération. Donc là, d'un côté où tu payes 80% à peu près de charges sociales, EURL, tu payes 40%. Donc c'est déjà un peu moins cher. Et donc je suis passé en EURL et j'ai commencé à me verser de la rémunération parce que je savais que j'allais... pas pour la retraite aussi. Aussi, ouais. T'es TNS, donc... Exactement. Rien n'est gratuit. Voilà, t'as pas de retraite, mais au moins tu peux décider de ce que tu fais. Donc là, tu te verses un salaire et c'est sur ce salaire que le banquier te prête en fait de l'argent pour acheter le deuxième bien. Le deuxième bien qui est Turenne. Donc, Turenne, qui cette fois-ci est à Arras. Exactement. Que tu as encore bien acheté puisque tu fais une plus-value. Ok, donc celui-ci, tu le loues 450. Et pareil, tu arrives à te dégager un petit cash flow
qui te fait surtout un TRI qui est très sympa à 21%. Je rappelle que la vraie mesure de la rentabilité en IMO, c'est plutôt le TRI, puisque ça prend en compte les flux. La renta, c'est un peu figé dans le temps. Ce qui compte finalement, c'est combien vous avez décaissé, combien vous avez encaissé. Et vu que là, tu as financé une grosse partie sur l'emprunt qui, lui, est à combien? C'est plus les mêmes taux du coup. Donc là, tu as acheté beaucoup plus tard. Hein. Ouais, là, toutes les opérations ensuite ont été faites en 2023. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, ce truc-là était dingue parce que en 3 ans, donc quand j'ai vu mon premier bien, j'ai fait, en fait, ça m'a. Contrairement à toi, j'ai eu 0 emmerde. En fait, si tu choisis bien tes locataires. En changeant de locataire plusieurs fois ouais, quasiment tous les 2 ans ou 1 an, parce que c'est des studios étudiants. Ouais. Mais en fait, tu les responsabilises, tu mets en place un certain nombre de choses pour qu'ils soient un peu. Et c'est du longue durée, donc en fait. Donc, tu as fait un beau Notion avec les règles. Exactement. Et c'est important. Hein. Enfin, je dis ça en rigolant, mais en réalité, la plupart des locataires sont complètement perdus. Ils savent pas où est quoi que ce soit. Ils savent pas comment transférer le compteur EDF. C'est une galère, quoi. Donc, quand tu arrives, c'est. Et hyper cool processé. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, remise des clés hyper processée. Tout est... Et sinon, c'est une galère parce qu'ils t'appellent pour un. Ah, ils t'appellent pour tout. Ouais. Ils t'appellent pour tout. Et donc là, t'empruntes à 3%. Ouais. Donc on voit souvent des gens qui demandent est-ce que ça vaut encore le coût d'emprunter. Actuellement, on doit pas être, on n'est pas à 3% encore, mais on doit être à 3,5, je pense, sur 25 ans ou 20 ans. T'empruntes sur combien de temps là, tu te souviens? Je fais 20 ans à chaque fois. 20 ans, donc t'arrives à négocier du 20 ans. Tu te souviens de l'apport que t'as mis? Je pense qu'à chaque fois, j'ai dû mettre 5000 ou quelque chose comme ça. C'est impossible. T'as mis 6000. Ouais, 6000. 6000 d'apport, ok. Donc bon, c'est pas mal, 10%, propre quoi. Ouais. Donc là, est-ce que tu nous as mis des photos de Turenne? Donc ça, c'était avant. Ouais, celui-là était un peu plus dans son jus. Ouais. Et en fait, l'idée, à chaque fois, c'est ok, quel est le montant minimal que je peux mettre en travaux pour essayer d'avoir le maximum de valeur ajoutée quand la personne visite le bien et est-ce qu'elle a un wow effect au moment où elle visite. Et donc le hack en question dont je parlais à Arras, c'est j'ai de la chance d'avoir un beau-père qui est dans les travaux et du coup, je le paye évidemment et je le paye au bon prix, mais mine de rien, c'est quand même hyper rassurant de donner tes clés à quelqu'un. En fait, ce truc-là, c'est trop bien. Donc il te met tout nickel. Ouais, exactement. Là, t'as changé, t'as fait des travaux un peu structurants. À part la cuisine. On voit la cuisine. Ouais, c'est la première photo. Ouais. À part la très cuisine. similaire à l'autre d'ailleurs. Hein. Ouais, exactement. Donc en fait, une fois que t'as le truc, tu fais la même. Ouais, tu dupliques. Tu fais la même. Et donc là, aujourd'hui, ça se donne un bien Turenne. Donc on l'a dit, pareil, rentable, en LMNP. Et donc là, tu te dis, let's go, enchaîner un autre. Let's go. Et du coup, en fait, un des trucs que j'ai fait quand je suis arrivé à Arras, j'ai commencé à me faire pote avec vraiment tous les agents immobiliers, essayer de comprendre qu'est-ce qui était important pour eux, à combien était le marché, etc. Comment tu te fais pote avec eux? Tu les invites à déj. Tu leur passes souvent des coups de fil. Souvent, c'est quoi par exemple? Une fois par semaine, tu dis alors t'as quelque chose. Ouais, donc t'es vraiment en train de bosser le truc. Ouais, mais beaucoup au début. Okay. Je pense faut que dans leur tête, tu sois perçu comme la personne qui peut être finançable, qui sait de quoi elle parle et qui a pas peur d'y aller, quoi. Okay. Parce qu'en fait, eux, ils ont affaire tous les jours à des gens qui sont des wannabes. Qui leur font perdre du temps. Oui, exactement. Et donc là, un jour, tu as un agent qui t'appelle et qui te dit « Choubam, j'ai un nouveau truc en stock. » Ouais. Et souvent, c'est quand même du off-market. C'est-à-dire que c'est rare que ce soit sur le bon coin, même si y a plein d'apps ou des trucs qui existent pour essayer de voir est-ce qu'il y a des anomalies sur le bon coin, etc. Mais la réalité, c'est que si c'est sur Internet, c'est que c'est trop tard. Ouais. Donc c'était en off-market. Et c'est lequel que tu achètes du coup derrière? Juste après, c'est rue Ozanam, par exemple. Donc celui-là, il est pas terrible en termes de cash flow parce qu'il y a déjà un locataire dedans. Ok. Mais je sais que le prix du loyer est hyper bas en fait. Mais en même temps, la personne est déjà là, j'ai rien à faire. Ouais. J'achète un truc où je sais que quand elle va partir, je vais pouvoir price up le loyer. C'est un bail meublé? C'est un bail meublé. Ok, donc 1 an. Ouais, mais en même temps, moi pour le coup, la personne reste autant qu'elle a resté. Je vais pas me dire pour 300 balles. Oui. Voilà. Je vais pas la dégager. Après, en plus, c'est pas non plus évident de sortir son locataire. Il faudrait que tu installes ton enfant que t'as pas, je pense. Il faudrait qu'il aille toi. Enfin, c'est pas. Ouais. Et puis après, la stratégie de tout ça, c'est aussi se dire, ok, sur YouTube à l'époque, je me souviens quand j'avais commencé, c'était vraiment remplace ton salaire par Dimo. Moi, j'ai pas pour ambition de remplacer mon salaire. Le but, c'est juste de se créer de l'actif qui soit autofinancé. Ouais. Et dans l'idéal, qui est en cash flow positif, mais juste de créer de l'actif, quoi. Surtout que là, tu t'en fiches un peu parce qu'en fait, oui, t'es à moins 60.
60, mais tu es à plus 60 sur l'autre, tu es à plus, je sais plus combien, 200 sur le premier. Donc au global, et puis tu as toujours des dépenses un peu annexes qui tombent. Exactement. Donc au final, tu dois être à zéro ou pas très loin, mais dans l'ensemble, c'est quand même tes locataires qui payent ton crédit et qui t'enrichissent. Donc, et ça, c'est fou. C'est exactement ce que tu veux. Et du coup, après, t'enchaînes. Et en fait, ce qui est un truc de dingue, je vais voir le banquier avec ça et je lui dis, bah voilà, là, j'ai celui-là ou celui-là, parce que j'avais un autre agent qui m'avait appelé pour un bien assez similaire. Il me dit, Monsieur Sharma, si vous voulez, je vous finance les deux. Ouais. Et du coup, j'ai fait, bah, let's go. Incroyable. En fait, il y avait un bien sur lequel j'ai fait une grosse, c'est rue Daumier. Là, je l'ai acheté 60 000 euros. Ouais. Et ce bien-là, c'était un truc off-market de dingue où en fait, il en vaut 120 une fois que j'ai fait les travaux. Ça, c'était la plus grosse réno dans laquelle je me suis engagé. Ouais, donc là, c'est bien dans la sauce. Ouais. Et ça, c'était très cool parce qu'en fait, j'aurais pu faire une opération d'achat-revente avec. Marchand bien, quoi. L'idée, c'est que l'appart était nickel après. Ouais. Et en fait, j'aurais pu le revendre directement. Et donc faire x2. Et faire x2. Récupérer cet argent, mais après, il y a la fiscalité, etc. Ouais. Et surtout, est-ce que j'ai besoin de cet argent tout de suite? Pas nécessairement. Et étant donné qu'il pouvait être loué en meublé et que j'avais fait déjà beaucoup de déficits en travaux, je me suis dit, ok, en fait, je loue. Profite à fond. Ouais, je profite à fond jusqu'à que ça existe encore. Bah justement, c'est ça, c'était une de tes questions. C'est est-ce que. c'est quoi mon avis sur le LMNP? Il y a un truc qui est quand même important sur le LMNP. Bon, déjà, depuis que ça existe, depuis 15 ans, on remet en question le LMNP et j'en ai parlé avec Julien Calamotte qui a aussi présenté son patrimoine. Je pense que ça sera sorti d'ici à ce que cette vidéo sorte. Lui, en gros, quand il a commencé il y a 15 ans, on lui disait déjà le LMNP va disparaître. 15 ans plus tard, il se porte plutôt bien. Mais il y a quand même une loi à laquelle il faut faire attention. Et cette loi, c'est la loi Lemeur. C'est le rapport Lemeur. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, elle était en discussion à l'Assemblée, tu sais, dans la navette parlementaire, Assemblée nationale, Sénat. Et vu qu'il y a eu la dissolution du gouvernement, le truc s'est un peu arrêté en pleine voie. Heureusement, mais c'était quand même assez avancé. Et tu regardes, et le chapitre qu'il faut retenir, enfin le truc qui est vraiment pénible, c'est ça, la suppression de la déductibilité des amortissements pour les loueurs meublés non professionnels au régime réel, me paraît impératif. Bon, en gros, ça, pour ceux qui font pas de LMNP, ça c'est le seul intérêt du LMNP, c'est que tu déduis de l'amortissement comptable de tes coûts. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est de l'argent que tu n'as pas dépensé, que tu déduis de tes revenus, donc tu écrases ton résultat et très souvent tu te trouves à payer zéro impôt. Exactement. Donc ça, si ça saute, le LMNP, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Maintenant, ce qu'il faut lire, c'est que les modalités de cette suppression nécessitent une attention particulière afin de garantir une meilleure acceptation de la réforme. On sent déjà que les mecs savent que ça va gueuler, quoi. Ouais. Et d'étaler le préjudice subi par les propriétaires. Donc là, ils parlent déjà de préjudice. Ils savent qu'on va se faire éclater. Ouais. Et donc, une limitation transitoire de l'amortissement, blablabla, sur 3 à 5 ans devrait être privilégiée. Et après, il y aura d'autres choses. Mais est-ce que ça va sauter? Bah ouais, il y a quand même des chances. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça ne touche pas, alors je sais plus s'ils en parlent là, mais en fait ça ne toucherait pas au LMP. Donc tu pourrais tout à fait devenir un loueur meublé professionnel et dans ce cas-là, tu serais moins impacté. Ok, côté financier, du coup, on voit enveloppe principale 48%, c'est ton PEA. Ensuite, tu as ton CTO chez Mathias Bacchino, Trade Republic. Tu as une AV chez Suravenir, donc Lynxea, j'imagine. Et tu as la retraite chez Nalo. Et ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as 2 assurances vie en fait. Là, le premier truc qui m'a surpris, enfin, il y a 2 trucs qui m'ont surpris. Surtout connaissant ton côté, je vais geeker le truc et tout. Ouais. Pourquoi tu as une assurance vie avec de la gestion active à l'intérieur ici? En fait, c'est un truc que j'avais ouvert justement au tout début quand j'avais appris ce que c'était qu'une assurance vie. Yomoni, etc. à l'époque, il me semble, n'existait pas. C'est possible. Et en fait, j'avais ouvert le premier truc sans vraiment comprendre ce que c'est que piloter, actif ou pas. Et ça, pour fermer. C'est de la gestion pilotée ou gestion libre, tu sais? Je pense que c'est de la gestion libre. C'est de la gestion libre en fait. C'est de la gestion libre. Mais pour fermer ce truc ou transférer ce truc, j'ai envoyé un email un jour. Et en fait. C'est un enfer. En fait, le montant auquel ça correspond, je crois qu'en termes de montant, c'est genre vraiment pas grand chose. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ça me coûte plus cher de me prendre la tête pour pouvoir déplacer ce truc que de le laisser. Et, ok, donc mais t'as arrêté de verser dessus. Ouais. Ok, mais on voit que les frais, bon, si vous connaissez pas le scanner des frais, évidemment, vous voyez là. Mais c'est vrai que là, les frais de l'enveloppe sont pas très élevés parce que c'est une bonne assurance vie. Lynxea, ils font du bon boulot. Après, à l'intérieur, c'est du fonds actif, donc forcément, c'est 2%. Mais après, le Yomoni qu'il y a en haut, bah voilà. Mais en fait, derrière, c'est Lynxea aussi, ce que j'ai compris. Yomoni, non, c'est Suravenir. Ah oui, pardon. Ok. Mais en fait, Yomoni et Lynxea sont tous les deux des courtiers. Alors, Yomoni est aussi une société de gestion de portefeuille. Bon, on va pas faire plus réaliste que le roi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que là, tu payes pour la gestion. Et donc, là, on n'affiche pas les montants malheureusement, mais tu payes pour la gestion. Ce qui est un peu dommage, c'est une gestion ETF, mais tu payes quand même pour la gestion. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu pourras avoir la même chose en gestion libre.
pas chez Yomoni, parce que c'est leur business model, c'est de faire de la gestion pilotée. Mais tu pourrais très bien vendre, transférer ton assurance vie, tu vois, ou tout vendre et mettre les fonds sur Lynxea. Le seul truc, c'est que si tu as de la plus-value, tu as potentiellement un événement fiscal. Ouais. Mais bon, tu payes quand même 0,6% je crois pour la gestion pilotée chaque année, donc année après année après année, ça a quand même un impact. On voulait regarder ton PEA qui était particulièrement croustillant. Donc PEA, tu nous rappelles, tu es en DCA. Ouais. En DCA, tu mets combien après tous les mois? À peu près 600, quelque chose comme ça. Ouais. 600 € tous les mois par actif. Plus grosse position, Nasdaq. Deuxième plus grosse position, Nasdaq, levier x2. Troisième plus grosse position, le MSCI India. Et tu vas nous donner ta conviction sur l'Inde après. Et ensuite, il y a quoi? Il y a du S&P, de l'Eurostoxx, du World, du Emerging Market. Il y a un peu d'overlap. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi Nasdaq plutôt que S&P? Nasdaq, parce que je viens de la tech et que... Pour moi, c'est un sous-jacent qui fait qu'on enregistre cette vidéo, qui fait qu'il y a un ordi ici et qui fait que la lumière s'allume, quoi. Et pour moi, c'est ce qui fait que mon métier tourne. Et donc, je suis à fond croyant là-dedans, tellement que du coup, j'ai un moment découvert le leverage et j'étais en mode, mais oui, totalement, quoi. Évident. Évident. Et le MSCI World, il y a des valeurs non tech dedans. Ouais. Pour moi, elles sont plus, même si c'est les meilleures, il y a plus de chances qu'elles soient à risque que la tech. Ok. En fait, pour toi, la tech est un actif limite de protection, puisque la tech va dominer le monde. En gros, le software va tout manger. Déjà, ça. Enfin, domine déjà, complètement. Complètement. Voilà, je dis ça sur un Mac en regardant un truc qui tourne sur un serveur Google, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Attends, je vais te trouver. On avait comparé la perf de plein d'ETF. Donc là, c'est un peu le bazar, mais je vais vous expliquer. Donc en gros, l'ETF qu'a Shubham, c'est celui-là. Tac, on va dégager le reste. Donc Shubham a c'est lequel? C'est le LQQ, donc en rouge. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le LQQ, il est 2x et donc forcément, il bat le triple Q qui est le Nasdaq normal. Il bat aussi le S&P. Et d'ailleurs, si tu n'avais pas été en leverage, on voit que sur un an, S&P 500, Nasdaq, en gros, c'est kiff-kiff. Bon, par contre, toi, vu que tu doubles ton exposition. Pour rappel, le leverage, ça veut dire que si le Nasdaq fait 2% dans une journée, enfin plus 2%, toi tu fais plus 2%, plus 4%, pardon, moins les frais pour créer du leverage. Ouais. Donc tu as quand même plus de frais. Je crois que tu as 0,6% de frais alors que sur l'autre tu as 0,3%, un truc comme ça. Donc t'as pas exactement x2 la performance, mais tu as quand même une très grosse performance. Par contre, ça marche aussi à la baisse, donc ça peut très violemment partir dans le mauvais sens. Pour les dégénérés, vous pouvez faire du x3, vous pouvez même faire du x4, je l'ai pas mis là. De mémoire, dans un PEA, c'est pas possible de faire du x3. Ouais, j'avais cherché. Ouais, voilà. En Europe, c'est pas possible de faire du x3 pour des raisons réglementaires. Le x4 existe aux US. On pouvait faire du x5, du x100. On pouvait faire du x100 à l'époque sur FTX et compagnie, enfin sur plein d'exchanges crypto. Donc, à vos risques et périls. Là, aujourd'hui, avec les valos qu'on connaît, etc., toi, t'es encore à l'aise de faire du x2? Totalement. En fait, moi, je vise le très long terme. C'est quoi le très long terme? Je pense là, les 30-40 prochaines années. Ok, donc vraiment très long terme. Ouais. Et en sachant que cet argent, j'en ai pas besoin tout de suite. C'est une manière de l'investir. Je compte toujours continuer à faire de l'argent pour le moment. Et je pense que là, avec les AI, etc., on est en train de vivre un moment... je trouve qu'on est à une époque très particulière. Et pour moi, ça ne peut aller que dans le bon sens. Après, je vois mal les technologies, les valeurs technologiques se péter la gueule, pour moi. Donc c'est pour ça que je continue. Après, il se pourrait que je me prenne des gros dips comme là en août. Il se pourrait que ça soit... Ah ouais, non mais c'est sûr qu'il y aura des gros dips. Voilà, et c'est ok, parce que de toute façon, je suis encore là pendant un moment. Je rappelle que le Nasdaq a mis, donc entre son pic de 2000 et le moment où il a re-atteint le même niveau avant le crack de 2000, il a mis 15 ans. Donc si vous faites du Nasdaq, il faut que vous soyez prêt à faire 15 ans de traversée du désert. Si vous êtes en x2 les amis, mais là vous faites pulvériser en fait quand ça part dans le mauvais sens. Par contre, si vous êtes comme Shubham, la réalité c'est que vous n'allez pas acheter le top et après ensuite vous allez attendre, vous allez acheter toute la baisse et donc forcément vous allez moyenner vers le bas votre PRU, enfin votre prix moyen. Et en plus, il y a quand même, si on réfléchit un petit peu, si on tire le fil, tu vas augmenter tes revenus. Donc tu vas investir de plus en plus. Et puis en fait, tu vas investir via ta holding. Et donc oui, c'est logique. Après voilà, toi t'as les guts aussi, t'as les tripes accrochés qui te permettent de faire du x2, mais juste faire du Nasdaq aussi c'est déjà assez ballsy. C'est par là que j'avais commencé en soi et je commençais à faire du x2 quand je me disais ok, mais en fait j'y crois à fond. Après il y a une réalité, c'est que le Nasdaq d'il y a 15 ans et les valeurs qu'il y avait dedans et la technologie qui était dedans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ah ouais, rien à voir. Donc en fait il y a plein de boîtes qui faisaient rien en fait, c'était du vent quoi. Aujourd'hui Microsoft verse du dividende tellement ils sont rentables. Google, ils ont un business qui est juste en monopole absolu sur tout, et des boîtes comme OpenAI sont même pas dans un côté, il y a encore tout à faire. Donc non, c'est sûr que c'est excitant.
Après, comme d'habitude, hein, on est dans une période un peu d'euphorie, donc ça pourrait aussi tomber. Et je pense que le message à retenir pour les primo-investisseurs, si vous allez vous prendre une crise, vous allez vous prendre un moins 50% à un moment dans votre vie, donc il faut juste être préparé et il faut pas paniquer. Et tu te demandais pourquoi il n'y avait pas de MSCI World capitalisant chez Bourse Direct. Donc j'imagine que tu as regardé si CW8, ah si, regarde, tu vois, tu as CW8 qui existe, éligible au PEA. Donc ça c'est le TF de Amundi, c'est un peu on va dire le paquebot quoi, que tout le monde connaît, 0,38% de frais. Est-ce que non, il les monte pas, mais bon, c'est pas hyper cher. Ce qui est plus intéressant encore, c'est le nouveau nouvel ETF, le nouvel ETF de BlackRock. Et en fait, la petite nuance, c'est que c'est un ETF irlandais. Et Bourse Direct travaille avec un dépositaire qui s'appelle Euroclear France. Mais en fait, le dépositaire ne gère pas ce code ISIN, ne gère pas même les actifs irlandais. Il faut faudrait que le dépositaire soit Euroclear Bank. Okay. Et il se trouve que Boursorama typiquement utilise Euroclear Bank. Je sais que Bourse Direct est aussi en train d'adhérer à Euroclear Bank. En attendant, on ne pourra pas traiter cet ETF sur Bourse Direct. La bonne nouvelle, c'est qu'au pire, tu peux toujours transférer ton PEA de Bourse Direct vers n'importe quel courtier en réalité qui traite cet ETF. Et donc toi, tu as toi, tu as celui-là en fait, hein, tu as le Amundi CW8 de mémoire. Et ce truc-là a été automatiquement transféré à un moment donné. Genre, il y a eu un communiqué comme quoi. Ah oui, parce que c'est un ETF ESG ou qui est peut-être quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, ça c'est le CW8. Hein, donc mais tu l'as en version distribuante, un peu pénible. Un peu pénible pourquoi? Parce que pour rappel, la différence entre réinvestir les dividendes ou pas, elle est monstrueuse. Donc si on réinvestit pas les dividendes, on perd beaucoup de performance et j'imagine que là, vu les montants, tu touches des dividendes genre 5 € ou 10 €, donc c'est un peu chiant de devoir le faire toi-même. En plus, tu payes des frais de transaction à chaque fois que tu rachètes. Donc c'est vrai que si vous pouvez prendre un ETF capitalisant, si vous êtes plutôt dans la même mouvance que Shubham qui veut investir pour le très long terme, bon bah, vous êtes largement mieux équipé. Du coup, tu avais une dernière question, c'était comment suivre son patrimoine pro sur Finari. En fait, bon, je vois que tu as déjà commencé, mais t'es pas allé au bout. En fait, c'est assez simple, tu vois, tu peux créer ton entreprise, donc tu peux dire, voilà, c'est une entreprise XY, c'est une entreprise française, tu peux mettre le SIREN, etc., le régime fiscal, tu peux ajouter les actionnaires, et ensuite, tu vas venir allouer les différents actifs, compte bancaire pro, évidemment, mais aussi, tu vois, le compte titre personne morale. Tu peux aussi dire que ta SCI est détenue par ta holding de tête, qui elle-même détient ta société opérationnelle, qui a des comptes bancaires, et ce qui est trop bien, c'est que tu vas pas voir, en fait, tu peux voir ton patrimoine agrégé, mais tu peux aussi voir juste ton patrimoine perso, juste le patrimoine de la holding, juste le patrimoine, et on va bosser sur une fonction qui va te permettre de voir juste le patrimoine de plusieurs holdings agrégés, ou juste le patrimoine, par exemple, de ta compagne et du tien. Mais on va vraiment se séparer. Et c'est vrai que, tu vois, la plupart des gens qui ont des boîtes comme toi, vous connectez votre compte pro, bah forcément, le net worth, il explose, mais bon, c'est pas de l'argent en fait. Souvent, on a de la dette de TVA, on doit payer des impôts, enfin, on doit payer plein de charges patronales, etc. Donc forcément, il n'y a rien qui est gratuit. Mais donc c'est possible, ça se passe dans les réglages et ça s'appelle Finari Pro. Bon, merci Shubham pour ta transparence, franchement, trop cool. Bravo pour ton parcours, je trouve ça assez ouf ce que tu fais sur l'IMO. Tu dis ça de façon très, très humble, mais en fait, bah, t'as quand même monté un patrimoine très, très significatif en 5 ans en fait, donc c'est propre. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui débutent dans l'investissement aujourd'hui et qui, tu vois, ont pas d'héritage, pas forcément d'argent, en tout cas qui n'ont pas des très gros salaires, mais qui ont comme toi l'envie de réussir? Bah en soi, moi c'est juste geeker le sujet quoi. Je trouve que en fait c'est un des sujets qui a le plus gros ROI. ROI, c'est quoi? Retour sur investissement sur la connaissance qu'on y gagne, parce qu'en soi j'ai commencé que il y a 5 ans en fait. Ouais, c'est assez récent. Et là je me dis ok, si j'avais commencé encore il y a 5 ans plus tôt, ça aurait été encore génial, et surtout qu'on c'est pas du tout linéaire et ça se voit sur le graphe, et ça c'est cool avec Finari, quand tu le vois sur le graphe t'es assez content que ça ne soit pas linéaire. Donc c'est de commencer au plus tôt. Maintenant, par quoi commencer? Moi j'ai parlé beaucoup d'IMO parce que j'ai trouvé ça cool en commençant par ça, mais en soi juste DCA sur ETF basique, mais j'aurais dû commencer plus tôt. Mais t'as commencé et c'est le plus important. Et là c'est quoi le next step? Peut-être que quelque chose qu'il n'y a pas ici que tu veux faire en plus? Bah c'est toute la partie pro. En fait je trouve qu'il commence à y avoir de plus en plus de contenu sur la partie pro, mais il y en a encore pas assez. Là où en fait tout le monde parle de remplacer son salaire avec de l'IMO, cool, mais je trouve que dès qu'on commence à avoir une boîte, puis derrière une holding, etc.,
Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un peu brumeuses, qui commencent à se clarifier de plus en plus. Mais ça, c'est le next step, quoi. En plus, c'est simple, c'est quand vous avez une société, c'est vous qui décidez du revenu que vous versez. Ouais. Et en fait, ça, on me demande souvent c'est quoi la meilleure optimisation fiscale. Bah, c'est ça la meilleure optimisation fiscale parce que le travail est plus taxé que le capital. Donc vous pouvez vous verser des dividendes, vous pouvez vous verser un petit peu de revenus pour éviter la taxe Puma. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et surtout, la boîte, c'est comme une tirelire. Exactement. Qui va pouvoir investir, contracter des emprunts, etc. On prépare des Finari Talks sur le sujet parce que je pense qu'effectivement, il y a un gros gap. En tout cas, merci Shubham, c'était trop cool. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère qu'on fera un follow-up dans 5 ans pour regarder ton empire à Arras. Ça marche carrément. Merci. Merci à toi.